Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre patience. Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information poursuit l'exploration des enjeux internationaux dans le cycle du même nom, que nous organisons maintenant depuis près de 2 ans. Ce cycle, nous l'organisons en partenariat avec le CERI, le laboratoire des relations, le Centre de recherche internationale de Sciences Po, dont le directeur est à mes côtés, qui va vous dire aussi un petit mot de bienvenue. Et il sera animé par Marie-France Chatin, que certains d'entre vous doivent déjà connaître, qui nous présentera un petit peu plus tard les intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, on est dans la 2e année de ce cycle où on essaye d'approcher, disons, les études internationales, pas uniquement les relations internationales, justement, les études internationales avec des objets un petit peu plus originaux que ce qu'on peut parfois voir. Et c'est vrai qu'on a eu cette année déjà une présentation de ma collègue Caroline Postel-Vinet qui portait sur les récits globaux, sur la globalisation vue en particulier d'ailleurs, en particulier d'Asie. On a eu une séance aussi autour de la question de la gestion des catastrophes naturelles en particulier, qui pose en effet tout un tas de problèmes en réalité de relations internationales. Et ce soir, on a là aussi, je pense, un sujet relativement original qui est celui des rapports entre genre et relations internationales. Et on a des orateurs de qualité qui sauront, je crois, aborder cette question. Et je dois dire qu'en tant que directeur du CERI, je suis très heureux de cette initiative en partenariat avec la BPI qui nous permet de communiquer, de faire connaître des travaux sur des thèmes en effet plus originaux à un public relativement large comme celui qui est réuni là ce soir. Donc je crois que sans plus tarder, on va passer la parole à ceux qui vont animer la séance, et en particulier à Marie-France Chatin qui va présenter les différents intervenants. Bonsoir, merci Jérémy, merci Alain. Donc cette question, les relations internationales ont-elles un genre? C'est une question, somme toute, assez complexe qui est posée à nos 3 invités que je vais vous présenter, qui impose sans doute de s'arrêter sur la définition de genre, le genre construction sociale des rôles attribués aux femmes et aux hommes, et au-delà peut-être relation de pouvoir. C'est ce que nous essaierons de voir et de comprendre. Pour situer rapidement cette interrogation sur le genre dans les relations internationales, elle est assez récente, même si elle date du siècle dernier, les années 90. Un questionnement surtout conduit par le courant féministe anglophone sur des thèmes comme l'étude des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la militarisation. Quelques noms de pionnières féministes, Whitworth, Cockburn ou Enlow, Cynthia Enlow, qui a été pionnière dans son affirmation selon laquelle toute situation de politique internationale a des conséquences de genre. Alors, il est intéressant de noter que pour certaines féministes, la question essentielle n'est pas seulement d'inclure plus de femmes dans les analyses de relations internationales, mais finalement de remettre en question l'agenda traditionnel de la discipline en y incluant par exemple le viol comme arme de guerre, la prostitution locale générée par la présence des forces armées internationales, les réfugiés, les victimes civiles, etc. Autre exemple de l'intérêt des analyses de genre, les études relatives aux questions de développement qui montrent que 80% des Africaines travaillent dans l'agriculture mais ne sont pas rémunérées et n'ont pas accès au crédit. Alors le genre comme outil, un filtre finalement qui permet de complexifier une analyse. Qu'est-ce que ce prisme a apporté dans la compréhension des relations internationales, tant sur le plan descriptif qu'explicatif? Comment l'aspect genre a-t-il été progressivement accepté dans les grilles d'analyse? Et quels ont été les obstacles? Alors, pour discuter de tout cela, nos invités, Isabelle Giraud, qui est l'autre extrémité par rapport à moi, qui est chercheuse associée à l'Institut des études de genre de l'Université de Genève, membre de Global Gender, auteur de plusieurs articles, la participation des femmes au niveau supranational, une citoyenneté genrée, article qui est paru dans la revue Participation en 2015, qui avait pour titre « La démocratie participative a-t-elle un sexe ?» Et Isabelle Giraud, qui est également co-auteur avec Pascal Dufour de 10 ans de solidarité planétaire, perspectives sociologiques sur la marche mondiale des femmes, paru en 2010. Bonsoir Madame Giraud. Yveline Nicolas,
à ma droite, membre du réseau francophone Genre en Action et coordinatrice de l'association Adéquation, qui croise les enjeux de solidarité et de coopération internationale, de développement durable et de l'égalité femmes-hommes, qui a publié en janvier 2016, donc il y a quelques semaines, Intégrer les approches de genre dans les initiatives de développement, capitalisation d'une recherche-action et manuel de sensibilisation et outils méthodologiques pour les acteurs de développement. Madame Nicolas, qui est également membre du Women Major Group, qui représente des organisations de femmes et féministes aux négociations de l'ONU sur les questions environnementales et du développement durable. Bonsoir, Madame Nicolas. Et Simon Torjman, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Toulouse, membre du laboratoire des sciences sociales du politique et qui a travaillé 3 ans au sein de ONU Femmes. Bonsoir, Monsieur Torjman. Nous aborderons donc différentes questions afin d'illustrer la prise en compte de la notion de genre dans les événements internationaux de ces derniers mois. Conférence sur le climat, les objectifs de développement durable adoptés par l'ONU, la conférence sur la Syrie, interrompue après avoir à peine commencé à Genève. On peut rappeler à cet égard que le 8 mars de l'an 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une déclaration portant sur la nécessité d'inclure des femmes dans la résolution des conflits. Et force est de constater qu'on ne les a pas beaucoup vues, les femmes, dans les négociations. Alors pour commencer, cette question à Isabelle Giraud, comment la notion de genre a-t-elle finalement fait son apparition dans les relations internationales et quel bilan peut-on faire aujourd'hui des avancées? Ça marche. Bonsoir à tous. C'est une question un petit peu complexe parce que la notion de genre telle que vous l'avez présentée, donc comme processus de différenciation des rôles sociaux, est aussi une notion que l'on peut utiliser en termes plus systémiques, comme système de division de l'humanité en 2 parties, hommes-femmes. Et en tant que tel, on peut d'ores et déjà se dire que les relations internationales ont toujours eu un genre. Et on se rappelle qu'à l'Antiquité ou même à l'époque de l'Ancien Régime, les femmes jouaient un rôle très important dans la diplomatie. Je vous renvoie à tous les travaux d'Eliane Viennot sur cette question du rôle des reines, des princesses. Alors elles étaient tantôt véritablement partie prenante, tantôt plutôt objet d'échange. C'était des mariages pour régler des conflits. Mais les femmes étaient toujours là en temps de paix et dans les discussions sur la paix. Donc quelque part, il y a eu plus une disparition. Au XIXe siècle, cette disparition qui s'est accompagnée de la mise en place d'un système de genre très strict qui séparait de manière très radicale les femmes et les hommes, intérieur, extérieur, et tout un système de représentation qui allait avec. Donc ça, c'était pour le rappel. À la fin du XIXe siècle, les féministes, organisées donc d'abord aux États-Unis et puis de manière internationale, ont commencé à réclamer leur place dans les espaces de négociation. Elles ont commencé, c'est amusant, par réclamer une place dans les expositions universelles. Donc c'était les lieux où il y a eu les premiers bâtiments de la femme. Donc ces expositions universelles qui avaient lieu régulièrement, et c'était l'occasion de montrer les avancées des femmes, les progrès, tout ce qui s'était passé dans le monde féminin. Et c'est l'apparition des premières revendications des femmes en termes de participation et de droit de vote. Vote et éligibilité. Donc on peut vraiment faire remonter à cette période-là l'apparition du genre en tant que revendication, mais le mot n'existait pas, mais plutôt la question de comment changer ce système de division tel qu'il s'imposait aux femmes à l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu 2 grandes conférences sur la paix, par exemple, organisées par les femmes. Et à Versailles, lors du traité de Versailles, elles étaient présentes en tant qu'organisation, mais à l'extérieur, évidemment, des pourparlers. Mais elles réclamaient aussi des droits, et en particulier, elles ont obtenu des droits au BIT, le droit d'être fonctionnaire à égalité avec les hommes dans cette organisation. Donc voilà pour un petit peu
de manière historique. Maintenant, pour venir de manière plus récente à aujourd'hui, la notion de genre, donc elle s'invente en quelque sorte dans ces termes-là dans les années 70 dans les milieux de la recherche féministe. Elle va avoir un parcours très rapide dans les milieux internationaux. Elle va arriver dans le monde anglophone dès les années 80. Donc, on commence à parler d'égalité de genre dans les années 80. Il se trouve qu'en français, on a mis beaucoup de temps à traduire ce mot. Donc, en français, dans les années, par exemple, 90, on parle de gender mainstreaming en anglais, mais la traduction de la plateforme de Pékin, qui date de 1995, la traduction en français n'utilise pas le mot genre. Donc, c'est beaucoup plus lent dans le monde francophone. Mais dans le monde anglophone, le mot gender est quand même très présent et il signifie assez clairement la relation homme-femme et en particulier donc la question du rapport homme-femme. Donc là, on est dans une conception assez, je dirais, assez féministe de cette notion au niveau international. Après, je sais plus jusqu'où vous voulez que j'aille. Non, avant même d'aller plus loin, la question qui me vient par rapport à ce que vous venez de dire est d'essayer de comprendre comment précisément a disparu la femme des écrans radars, mais au 19e siècle. Est-ce qu'il y a une explication en lien avec ce que vous venez de nous raconter ? Au tournant du siècle. Moi, c'est général, c'est dans toutes les sphères. Alors, les facteurs exacts, c'est un petit peu compliqué. Pendant la Révolution française, bon, vous connaissez l'histoire de l'arme de gauche, il y a eu une volonté délibérée des hommes d'exclure les femmes de la citoyenneté. Après, cette exclusion, en fait, effectivement, a débordé la sphère de l'espace républicain, puisque les femmes ne sont pas là dans les traités en 1815. Donc là, on est avec la Restauration et des régimes monarchiques, mais déjà, ils ont cette pratique d'exclusion. Pour quelles raisons exactement ? Parce que ce système de genre se rigidifie. Donc, c'est un processus qui date de la fin du 18e, début 19e. C'est vrai que ça a l'air de s'être fait très rapidement. Mais qui une rupture brutale, aussi, finalement. C'est une rupture, ça repose aussi sur les écrits de Rousseau, ça repose sur plein d'éléments de représentation. Et vous le voyez dans les tableaux. Par exemple, dans la peinture, au 18e, vous avez des tableaux avec beaucoup de mixité dans les salons. Et les tableaux du 19e, vous avez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. C'est dans toute la société que ça se produit. Et en tout cas, ce que je retiens aussi, c'est, vous parlez des expositions universelles, cette réapparition se fait par le biais de la culture, d'une certaine manière. Oui et non, aussi de la question économique. La question économique dans les expositions universelles, c'est très important parce que justement, ces bâtiments de la femme essayent de montrer la contribution des femmes à l'économie. Bon, c'est très stéréotypé. On a des parcours, on passe des paniers que tissent les femmes des paniers en osier que tissent les femmes dites sauvages, jusqu'à la cuisine moderne et l'infirmerie, parce qu'on veut montrer que les femmes sont infirmières. Enfin, voilà, c'est très stéréotypé, mais c'est très axé sur le travail et la contribution des femmes, justement, à la vie économique. Alors, je ne sais pas si Simon Torjman et Evelyne Nicolas souhaitent rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit par Isabelle Giraud, d'avancer plus en avant. Et on reviendra bien sûr sur la question des avancées ou non par rapport à ce que vous évoquiez et le bilan qu'on peut faire aujourd'hui. Ou alors je vous représente, Evelyne Nicolas, pour dire que vous êtes donc membre du réseau francophone Genre en Action et coordinatrice de l'association Adéquation. Si vous pouviez nous parler de ce que vous faites et du rôle justement des organisations non gouvernementales dans cette question du genre. Merci. Bonjour à toutes et à tous.
Peut-être pour rebondir très brièvement sur la question historique d'une sorte de paradoxe qui fait que la Révolution française, qui dans un premier temps a prôné l'égalité de tous les citoyens et citoyennes et instauré des droits nouveaux aux femmes, comme par exemple le droit au divorce jusqu'en 1793, je crois. Le paradoxe, effectivement, c'est que je crois que comme la société n'était pas encore mûre pour l'égalité femmes-hommes dans toute sa diversité, hein, économique, politique, droit de vote, etc., c'est à partir de ça qu'il s'est construit presque une nécessité théorique et philosophique de ramener les femmes à la maison et au domestique et de figer ce qu'on a dit, les rôles sociaux entre les hommes, le politique, la défense du pays, la guerre, etc., et les femmes chargées d'éduquer et de futurs citoyens. Ce qui veut dire que paradoxalement, une certaine égalité entre hommes et femmes qui existait précédemment, même si elle finalement ne s'adressait qu'à une partie assez limitée de la population, il faut le dire, ça s'est figé en différenciation, et c'est de là sexuée, et c'est de là que vient un petit peu le développement vraiment des rôles sociaux rigides dont on a parlé, et qui se sont après institutionnalisés, parce que quand on parle de rôles sociaux, c'est intéressant de voir quel impact ça a sur, enfin comment c'est véhiculé par les institutions. C'est matérialisé notamment par le Code Napoléon en 1804, qui lui a carrément fait d'une femme une mineure juridique. Il y a la fameuse phrase où la femme, au même titre que l'enfant, est le débile mental. C'est comme ça que c'était présenté à l'époque. Donc n'a pas plus de droits que l'enfant et le débile mental en tant que mineur. Voilà. Et pour revenir d'ailleurs à la question du développement, dont je m'occupe en tant que effectivement coordinatrice d'une association de solidarité internationale et qui essaye de croiser la question du développement et de l'approche de genre. Dans certains pays, quand on a parlé du foncier tout à l'heure, enfin de l'agriculture ou du manque d'accès des femmes au foncier, dans certains cas, c'est directement issu de la transposition de dispositions juridiques du Code Napoléon, donc occidental et français, au moment de la colonisation. La colonisation a été quand même un grand moment des relations internationales. Dans certains cas, ça a fait régresser finalement des pratiques ou des droits coutumiers ou autres qui pouvaient exister et des libertés que les femmes pouvaient avoir. Pour revenir rapidement, donc, je présenterai le réseau Genre en Action. C'est un réseau qui a été créé à partir de 2003-2004 pour promouvoir une approche française et francophone de la question du genre, des relations internationales et dans une optique de développement et de coopération internationale. Ce qui permet, par rapport à l'historique qui a été fait, là, d'ailleurs, de souligner que cette résurgence de l'approche de genre en France, appliquée à l'international, elle est assez récente parce que ces processus-là avaient eu lieu il y a parfois 10, 20, 30 ans dans d'autres régions du monde, dans le monde anglo-saxon, en Amérique latine aussi d'ailleurs, où il y a des études de genre plus anciennes qu'ici, au niveau même des universités, etc. Et donc il y a un certain retard français et francophone que nous, on va dire, en tant qu'association, organisation de la société civile, sur ces questions-là, on essaye de combler. Je reviendrai peut-être là-dessus ultérieurement, ce qui n'est pas facile parce que finalement, ce manque de présence française et francophone, notamment aussi africaine, elle se ressent aussi au niveau des institutions internationales et des négociations internationales. Je pourrais parler un peu ultérieurement pour m'ancrer dans l'actualité des négociations climatiques dont on s'est occupé, genre et climat,
On pourrait dire qu'a priori, on ne voit pas trop le lien entre genre et climat, mais c'est devenu un thème émergent. Bon, je parle un peu à bateau rompu, et ça va. Vous évoquez ce différentiel entre monde francophone et monde anglophone, ce qui me permet de faire la transition avec vous, Simon Torgman, sur cette notion. L'enseignement en France et la place du genre dans l'enseignement des relations internationales, il y a un vrai décalage avec les universités anglo-saxonnes. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire également de l'approche des questions liées au genre, passage de discours féministes à une approche finalement très, très institutionnelle, Simon Torgman? Oui, merci. En fait, ça me permet de rebondir indirectement sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que quand on parle de relations internationales, on parle d'un ensemble de phénomènes, d'interactions qui se déploient sur l'espace mondial. On parle aussi d'une discipline académique qui s'est progressivement constituée depuis, grosso modo, le début du XXe siècle. Et à cet égard, l'articulation ou la rencontre entre le genre et la discipline des relations internationales, elle, intervient de manière extrêmement tardive. Je vais un peu revenir sur la manière dont la manière dont ça s'est effectué. Vous avez évoqué l'enseignement. Alors, en préparant un peu et en réfléchissant à cette intervention, j'ai fait deux choses. Étant enseignant actuellement et ayant reçu des enseignements, je me suis permis de comparer. Alors, je suis allé regarder la scolarité que j'ai pu avoir dans le supérieur, donc de 5 ans, de licence à master. Donc, j'ai compté que, grosso modo, j'avais 270 heures de cours par an, ce qui aboutit à environ, on va dire, 1000 heures, avec une année de césure à l'étranger, peu importe. Sur ces 1000 heures de cours, 1h30 a été consacrée aux questions de genre dans les théories des relations internationales. C'est-à-dire que, notamment, au cours d'un master consacré aux relations internationales, la question du genre ou du féminisme et des lectures féministes des relations internationales est intervenue au détour d'un cours sur les théories des relations internationales, j'oserais dire quasiment en s'excusant, en disant il existe aussi ces lectures comme il existe d'autres lectures marxistes, etc. etc. Et donc, depuis, alors c'était il n'y a pas très longtemps que j'ai reçu ces enseignements, mais disons en une dizaine d'années, ça a quand même changé. Aujourd'hui, quand on regarde la manière dont les relations internationales sont enseignées, on trouve des cours de genre et politique internationale ou genre et développement. Ça peut se trouver de manière plus fréquente. Alors d'une manière générale, ça reste encore extrêmement marginal. Ce qui va primer dans les maquettes de cours et de master plus généralement, c'est une lecture assez traditionnelle des relations internationales, c'est-à-dire les relations internationales envisagées comme rapport hiérarchique entre États, confrontation de logiques de puissance, et qui donc s'ancre dans une théorie de l'État, puisque c'est de cela dont on parlait, qui, elle, a pu être déconstruite comme étant extrêmement masculinisée par un certain nombre d'auteurs féministes, notamment à partir des années 80. Donc, ce qui domine cette lecture très traditionnelle des relations internationales, je ne parle même pas ici de la géopolitique, mais ce sera encore plus marqué. Mais donc, cette lecture domine et on peut essayer de fournir un certain nombre d'explications à cela. D'abord parce que la rencontre, je l'évoquais, entre les perspectives féministes et les relations internationales, cette rencontre s'effectue de manière assez tardive. Disons, le premier texte qui marquerait cette rencontre, c'est un texte d'Anne Tinkner sur Gender and International Relations, qui est publié au début des années 90 et qui ne se propose pas de réfléchir uniquement, finalement, à des inégalités de représentation, mais de déconstruire véritablement tous les présupposés qui existent aux fondamentaux des relations internationales. C'est-à-dire réfléchir en termes genrés à la construction de la souveraineté, à la notion de puissance, à la notion même cardinale dans l'articulation des relations internationales, qui est celle de la sécurité. Et on trouve, à partir de là, un certain nombre de travaux qui sont effectués en disant, finalement, la façon même dont la sécurité est pensée traduit l'exclusion des femmes de la manière dont ça a été pensé, traduit leur position de marginalisation des cercles de décision internationaux, et que donc, à partir de 90, seulement s'effectue cette rencontre, dans le sens où les concepts centraux ne sont pas questionnés. Alors, bien entendu, il existait des mouvements, des théories féministes qui existaient jusque-là, mais la rencontre avec la discipline, ou en tout cas une approche particulière de l'international, s'effectue à ce moment-là. Après,
l'autre élément d'explication, c'est que les perspectives féministes en relations internationales ne renvoient pas à une approche unifiée et qu'on trouve des perspectives féministes extrêmement divergentes sur la manière dont on peut concevoir cette articulation. Autre élément, je pense, assez efficace pour comprendre le décalage que vous évoquez entre le monde anglo-saxon et le monde francophone, c'est que la manière dont l'enseignement, notamment supérieur, est activé dans le monde anglo-saxon, ça nous montre une porosité assez grande entre les cercles académiques, les cercles activistes et, disons, le champ des praticiens. C'est aujourd'hui quelque chose qui est encore extrêmement cloisonné dans l'enseignement supérieur français, notamment, et que je pense qu'à certains égards, la rencontre dans l'enseignement dans les universités anglo-saxonnes s'effectue notamment à travers l'articulation qu'il y a eu entre genre et développement. Dès le début des années 90, cette articulation entre genre et développement commence à pénétrer et à intégrer l'espace international. Des rapports de la Banque mondiale, des rapports du PNUD développent une vision qui est alors extrêmement instrumentaliste de ces relations de genre. Pour le résumer très abruptement, l'idée est de dire plus on aurait de femmes qui bénéficieraient des programmes de développement, plus le développement serait efficace. Donc c'est une vision très instrumentaliste du développement, et de la participation des femmes dans le développement, considérant qu'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes renforcerait les dynamiques de développement. Ce qui aboutit d'ailleurs, et je finirai là-dessus peut-être pour aussi ouvrir sur d'autres questionnements, à une situation assez paradoxale qui renvoie aux oppositions même au terme de genre qui se déploient notamment au moment d'une conférence qui a été déjà soulignée, c'est la conférence de Pékin, donc conférence mondiale de Pékin sur la condition féminine qui se tient en 1995. Depuis, il n'y a pas eu de conférence mondiale organisée sur la condition féminine. Et à ce moment-là, on trouve finalement deux oppositions sur ce terme de genre appliqué et opérationnalisé dans l'action internationale. Une première opposition qui renvoie finalement et qui est portée par les mouvements féministes traditionnels eux-mêmes, disant que le genre et dans la manière dont le genre s'est intégré à l'action internationale nous a montré une situation de bureaucratisation, de technocratisation et de technicisation, je m'excuse pour le jargon, mais extrême de la notion, c'est-à-dire que le genre c'est devenu finalement un jargon extrêmement spécifique dans l'action internationale, assez éloigné des revendications politiques qui avaient pu mobiliser les mouvements féministes, et donc une remise en question de cette intégration, et notamment de cette notion, encore une fois, qui a été évoquée par Isabelle Giraud, de gender mainstreaming. Alors c'est relativement intraduisible, ça veut dire en gros de mettre du genre un peu partout dans les programmes existants. C'est-à-dire que si vous allez soutenir un programme d'assainissement de l'eau, il faudra inclure une composante genre. Bon, souvent, ça se limite à inclure un petit paragraphe dans un projet de développement écrit au dernier moment. Mais en tout cas, cette notion-là alimente des critiques des mouvements féministes. Et j'allais dire, l'autre courant qui va se porter contre cette intégration du genre de manière assez paradoxale, ce sont les milieux conservateurs. Que ces milieux conservateurs soient masculins ou féminins eux-mêmes d'ailleurs. C'est-à-dire que dans la notion de genre, ce qui est alors critiqué, c'est, disons, ce qui avait émergé un an auparavant, en 1994, lors de la conférence mondiale sur le développement, c'est cette idée de respect des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, dans la notion de genre, ce qui était alors refusé par ces mouvements, c'était ce présupposé d'une plus grande émancipation sexuelle. Donc vous avez finalement une opposition, ou en tout cas une prudence vis-à-vis de l'intégration du genre dans l'international pour des raisons extrêmement diverses. Et qui aujourd'hui, d'ailleurs à mon sens, porte, vous parliez des succès éventuels, mais cette question de l'intégration du genre dans une situation paradoxale, qui consiste à dire, est-ce que ce qu'il s'agit de faire, c'est de se greffer à des organisations existantes, c'est de mettre un peu de genre dans la sécurité, ou au contraire de s'extraire d'un système international qui, originellement et structurellement, n'a pas été conçu en fonction d'une perspective de genre. Est-ce qu'on fait greffe? Est-ce qu'on essaie d'influencer de l'intérieur? Ou on va porter un discours davantage politique, davantage radical, hors de ces sphères-là? J'ai peut-être répondu que partiellement. Non, mais il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je pense que ce serait important de détailler un petit peu. Vous évoquiez la notion de remise en question. Alors, avant d'en venir à la remise en question, qu'est-ce qu'on peut dire des avancées? C'est-à-dire que finalement, la prise en considération du genre a certes
enfin certes, c'est vous qui allez me répondre, mais probablement permis de porter un regard différent sur nos sociétés et sur la société internationale. Au-delà de ça, est-ce qu'on n'a pas voulu mettre trop de genre partout ? Le résultat, c'est que cette notion s'est un petit peu diluée à mesure que l'on entre dans le décisionnel. Est-ce qu'on n'a pas privilégié la quantité par rapport à la qualité ? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Isabelle Giraud, peut-être ? Oui, si vous voulez. Pour rester sur votre dernière remarque, donc la question de la quantification, effectivement, est problématique, c'est-à-dire qu'on est dans des institutions qui ont besoin d'évaluer ce qu'elles font, de mesurer, de quantifier les progrès. Et c'est compliqué de quantifier l'évolution vers l'égalité. D'abord, de quelle égalité parle-t-on ? Et comment mesurer cette évolution ? Et c'est vrai que compter le nombre de femmes et le nombre d'hommes dans les espaces de décision et de prise de décision, c'est déjà une première manière de savoir où on en est. Et je ne suis pas de ceux qui sont contre l'idée de compter, parce que quand on compte le nombre de femmes ambassadeurs des États à l'ONU, qui sont représentants permanents à New York, et elles sont 15%. Donc vous voyez qu'on peut encore compter pendant quelques temps. Ça permet quand même de voir qui a le droit de parler, qui a le droit de prendre la décision, qui est en position de pouvoir. Donc, une partie de la quantification permet quand même d'avoir une idée, de se faire une idée des proportions. Et on a, par exemple, ce chiffre, il y a environ 30% de femmes parmi les hauts fonctionnaires à l'ONU. Donc, ça veut dire 70% d'hommes. Donc, voilà, ça nous donne quand même une idée des proportions et des rapports de force qui existent. Alors après, évidemment, si on s'arrête là, on n'a pas dit grand-chose sur les contenus, parce que c'est pas le tout d'avoir des femmes. Encore faut-il qu'au niveau des droits, au niveau des programmes, il y ait effectivement des avancées vers plus d'égalité. Donc, en termes de contenu, il y a plusieurs choses à dire sur ce qui s'est passé au niveau international. Tout d'abord, il y a eu des avancées juridiques extrêmement importantes, en particulier en 1979, avec la Convention pour la CEDAW en anglais et CEDEF en français. Alors, attendez, excusez-moi. Convention sur l'élimination de toutes les discriminations envers les femmes. Donc, on a tellement l'habitude de l'acronyme que du coup, on oublie le déroulé. Donc cette convention, elle va beaucoup plus loin que plein de droits internes des États qui l'ont ratifiée. Donc elle est encore une référence très importante et elle donne lieu à des expertises. Donc les États doivent remettre des rapports régulièrement à un comité. Il y a 23 personnes dans ce comité qui sont des experts indépendants et qui ont toute une série de critères pour juger si les États respectent les différents articles de cette convention. Énormément d'États ont ratifié cette convention avec des réserves, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord pour la mettre en œuvre sur toutes ces dimensions. Et elle continue à être un outil, un instrument très important. En 1999, on a ajouté un protocole facultatif à cette convention et les États qui ont signé ce protocole autorisent leurs citoyens et citoyennes à saisir donc les instances de l'ONU pour si elles se sentent par exemple discriminées ou lésées. Donc on a un instrument juridique qui est assez intéressant au niveau international et qui peut avoir cet effet boomerang dont parle Keck et Seeking dans leurs travaux. Donc aller chercher au niveau international un effet sur les lois et les droits au niveau national. Donc ça, c'est une avancée juridique. Après, il y a eu celle dont Simon a parlé, donc sur les droits reproductifs. Il y a aussi en matière de violence,
faites aux femmes. Donc il y a plusieurs domaines. Donc ces domaines-là ont été rajoutés ensuite, annexés à la CIDO. Donc il y a plusieurs domaines de juridiction qui ont été concernés au cours des années 90 et 2000, ce qui fait qu'on a aujourd'hui quand même des outils juridiques au niveau international importants. Alors très peu saisis, hein, mais importants. Après... je ne sais plus où est-ce que... Je laisse les autres aller sur Yveline d'autres Nicolas, peut-être, dimensions, peut-être sur les programmes ou des choses comme ça. Et aborder peut-être justement la question et le rôle des ONG qui ont particulièrement été présentes de façon active pour faire avancer les choses. Yveline Nicolas. Oui, pour réagir peut-être sur... je pense que les ONG, justement... sont elles aussi prises dans ce problème de contradiction du terme genre, enfin, de la façon dont il est plus ou moins compris par les institutions, par les associations féministes, sans compter la diversité culturelle et la difficulté de traduire cette notion, par exemple en Afrique, quand on intervient avec des associations de femmes africaines, où ça ne va pas du tout de soi. D'expliquer, enfin, tout simplement de faire passer ce qu'on entend, nous, par genre, de faire face, ou fait face aussi à des résistances ou des refus qui sont d'ailleurs parfois très légitimes. On nous dit, pourquoi vous venez exporter vos conceptions occidentales de l'égalité femmes-hommes, votre féminisme blanc, etc. Il y a toutes ces discussions autour du genre, et en même temps, si on ne défend pas l'approche de genre, le gender mainstreaming, qui en fait peut se traduire comme l'intégration transversale du genre dans toutes les politiques publiques, quelles qu'elles soient, pas seulement, par exemple, la santé, l'éducation, comme autrefois la santé maternelle, enfin, la tendance qu'on a toujours eue, quand on parlait de genre aussi, de l'assimiler à femme et donc à certains secteurs du développement. Donc il y a tout ça, mais en ce moment, effectivement, il y a une attaque contre la notion de genre. Et au niveau des négociations internationales, en tant qu'ONG, même si on peut être critique face à l'instrumentalisation de la notion par la Banque mondiale, par exemple, la Banque mondiale, c'est vrai qu'elle a une définition du genre, comme vous disiez, économiciste ou instrumentaliste. Améliorer l'égalité femmes-hommes, en gros, c'est améliorer la croissance, le PIB. Or, nous, par exemple, Adéquation, on a un regard évidemment critique sur la croissance en tant qu'association qui travaille sur la question du climat et du développement durable et de la crise écologique. Bon. Donc il y a ça. En même temps, on s'aperçoit qu'en ce moment, il y a une campagne de tout un milieu, y compris dit de la société civile, parce que ça c'est aussi un problème des relations internationales et des négociations onusiennes, c'est que la notion d'organisation de la société civile, elle est assez extensive. Et ça veut dire que par cette notion-là, il y a toutes sortes d'associations confessionnelles, évangéliques ou autres, qui sont entrées aussi comme interlocutrice des Nations Unies, avec pour objectif de contrer la notion de genre vue par nous comme une promotion de l'égalité femmes-hommes. Et le point de crispation qu'il y a maintenant et qui ressurgit partout dans toutes les discussions, c'est ce qu'on a dit, la question ce qu'on appelle les droits sexuels et reproductifs, qui devraient s'appeler les droits sexuels et de la procréation. Mais ça, c'est toujours des traductions de l'anglo-saxon. Et en particulier maintenant une crispation sur le droit à l'IVG, au point où certains mouvements vont lancer en mars, je ne sais pas si vous êtes au courant, le 12 mars, vont lancer un mouvement, alors qui s'appelle comment déjà? One of Us, un parmi nous, je crois que c'est ça leur traduction, sur la base d'outils démocratiques
permis par les relations internationales, à savoir l'initiative citoyenne européenne, hein, qui permet, selon certaines procédures, d'avoir 1 million de signatures dans au moins 8 États, etc., de porter une revendication à la Commission européenne. Donc, et ce mouvement-là, qui en fait est un mouvement qui se présente comme mouvement éthique de préservation de la vie, a pour objectif de fragiliser et de refuser tout simplement certains droits, comme le droit des femmes à disposer de leur corps, qui est pourtant le droit acquis ces dernières décennies, qui est le socle à peu près de tous les droits possibles et de l'égalité. Voilà. Or, ils ont réussi à avoir leur nombre de signatures, mais ils ont été retoqués par la Commission pour des raisons qui sont intéressantes aussi sur le plan du droit international. La Commission disant mais nous on applique des lois au-dessus qui sont celles des Nations Unies, des dispositions. Mais ce mouvement-là a saisi la Cour européenne de justice et donc va lancer une immense campagne avec des moyens d'ailleurs ou une visibilité qui va nécessiter finalement un fort investissement de nouveau des associations féministes et des ONG de développement sur cette question-là pour rappeler les droits acquis, pour rappeler les acquis de la conférence du Caire sur population et développement. Une des caractéristiques de la question du genre, c'est qu'il y a sans cesse des régressions. Voilà. C'est pas un acquis. Et bon, je laisserai. Régression face au mouvement conservateur qu'évoquait tout à l'heure Simon Tangeman. Et alors justement, ces mouvements féministes, quelles sont leurs capacités à réagir par rapport à cette contre-vague, j'ai envie de dire, le terme n'est pas bien choisi, j'en trouve pas un autre là dans l'instant, mais est-ce que finalement ces mouvements conservateurs ont d'autant plus de facilité à agir aujourd'hui que précisément, c'est une question, les mouvements féministes se sont eux-mêmes peut-être affaiblis ou essoufflés? Où est-ce qu'on en est dans ce rapport de force finalement aujourd'hui, Simon Tangeman? Alors je vais répondre de manière un peu détournée et en prolongeant un peu ce qui a été dit. C'est-à-dire pour revenir à la question de comment on opérationnalise tout ça, parce qu'on constate effectivement les progrès qu'il existe au niveau de l'adoption de conventions internationales, y compris de résolutions contraignantes du Conseil de sécurité. Depuis 2000, vous avez 6, 7, quelques semaines, la 8e a été adoptée pour contraindre les États à inclure des femmes dans des négociations de paix, à reconnaître le viol comme stratégie de guerre, etc. etc., etc. Une application pour le moins contrastée. En ce qui concerne les négociations de paix, notamment celles soutenues par l'ONU et sur ce sur quoi j'ai travaillé, on est à environ moins de 5% des signataires de processus et d'accords de paix qui sont aujourd'hui des femmes. Et ces 5% tiennent notamment compte d'un cas où on avait 30% de signataires qui était le cas récent colombien. Donc en réalité, quand on regarde avec un peu de profondeur historique ce qui s'est passé, on est encore très très bas sur ces chiffres. Alors ce qui pose à mon sens une question qui a été soulevée, c'est-à-dire au nom de quoi, au final, on justifie davantage de participation des femmes, notamment à toutes ces instances de concertation. Et là, il y a quand même un dilemme qui existe entre une justification au nom de l'efficacité et une justification au nom des droits. Alors, effectivement, il existe des mécanismes internationaux contraignants. Le problème, c'est que dans la pratique, et notamment quand on regarde les négociations de paix, ça ne marche pas très bien. 5%, c'est quand même une réussite pour le moins mitigée. Et la question qui se pose alors, c'est celle de l'efficacité. Qu'est-ce que ce serait que renforcer l'efficacité d'une négociation de paix? Qu'est-ce qui est une négociation de paix efficace? Un conflit qui s'arrête rapidement ou un conflit qui ne reprend pas, ou un accord considéré comme légitime. Et là, la question devient un peu plus complexe. Parce qu'effectivement, inclure, donc je travaillais sur ces questions-là, et notamment avec un certain nombre de médiateurs internationaux qui ne sont obnubilés que par une seule chose, c'est que les combats s'arrêtent le plus vite possible. Et peu importe finalement les concessions qu'ils seraient prêts à faire, je
expliquer un peu rapidement, mais l'idée est là. Et donc, pour eux, l'efficacité, c'est qu'on conclue un accord le plus rapidement. Pour d'autres mouvements, vous pouvez avoir au contraire ce qui est considéré comme efficace, c'est un accord qui va tenir et dans lequel la population se retient, un accord qui ne sera pas violé, remis en cause, ou qui ne va pas déboucher sur une reprise des hostilités dans un certain moment. Et donc, on est là dans le cas de ce qui est au cœur des relations internationales, c'est-à-dire la paix et la guerre, avec des concurrences entre ce qui serait de l'ordre de l'efficacité et de ce qui serait légitime, et donc plus représentatif. C'est-à-dire, si on veut accroître la légitimité, il faudrait renforcer la représentativité des processus et accroître davantage de femmes. Et quand on travaille sur ces questions, et notamment directement dans ce type de processus, on est toujours pris dans cet étau qui consiste à devoir justifier l'inclusion et une participation accrue des femmes avec des arguments qui marcheraient. Alors, a été évoquée l'idée que les institutions internationales comptent. Et bien effectivement, là, il faut donner des arguments quantitatifs. Il faut montrer que ça marche. Il faut montrer que c'est plus efficace. Or, on est bien incapable de savoir concrètement si inclure davantage de femmes dans les négociations de paix rend l'accord plus solide. La seule chose qu'on peut montrer à l'heure actuelle, c'est qu'en tout cas, ça ne va pas nuire aux négociations. Et c'est à peu près le seul constat qu'on peut faire compte tenu des faibles échantillons qu'on a. Donc, à mon sens, la question de l'opérationnalisation et la question des conservatismes que vous évoquiez renvoie à cette question centrale qui est celle de l'efficacité. Parfois, les conservateurs ne sont pas ceux qu'on croit. Et il existe des conservateurs qui, au nom de l'efficacité, vont exclure les femmes, tout simplement parce qu'ils disent il faut aller plus vite et on verra bien plus tard. Et c'est l'argument qu'on entend tout le temps dans des situations de conflit. Faisons en sorte qu'un accord soit conclu, qu'un cessez-le-feu soit conclu. Et quand il s'agira de reconstruire le pays, à ce moment-là, on pourra réfléchir à l'inclusion des femmes. Sauf que ce dont on se rend compte, c'est que généralement, plus vous intégrez tardivement les femmes à ces processus, moins vous avez de chances qu'effectivement des revendications égalitaires soient prises en compte. Donc, à mon sens, cette résurgence des conservatismes, elle existe. Elle existe en même temps dans une situation où vous avez une reconnaissance institutionnelle de plus en plus approfondie au niveau des institutions internationales de la nécessité de l'inclusion et de l'égalité entre hommes et femmes. Et un conservatif, j'allais dire aussi d'un troisième type, dernier et troisième élément, un conservatisme bureaucratique, qui aujourd'hui contraint au conservatisme à tous les niveaux, soit du médiateur international type Kofi Annan sur la Syrie. Effectivement, les premières phases de la négociation sur la Syrie, vous n'aviez aucune femme à la table de négociation, mais aussi à tout échelon de chargé de programme dans une institution internationale, pas sensibilisé à ces questions. Ça représente un investissement de s'intéresser à ces questions, de chercher à consulter avec des groupes locaux de femmes, et tout ça, ça représente un coût. Donc, au nom de l'efficacité, au nom du respect de procédures administratives, on va être on va être induit à exclure toutes ces catégories de population et toutes ces questions. Tout cela, si on va plus loin, si on poursuit ce que vous dites à l'instant, Simon Tangeman, finalement, la prise de décision, et on l'a déjà évoqué, est quelque chose d'extrêmement genré. On est... Isabelle Giraud. Oui, malheureusement, ça ne bouge pas beaucoup. Depuis le début du 19e siècle, effectivement... le 5% est plus faible, comme disait Simon, et surtout, ce qui exclut, c'est la parole, parce que l'idée, c'est pas seulement d'avoir l'idée que derrière le 13-25, parce que je voudrais revenir sur cette inclusion des femmes dans les processus de paix. L'idée derrière, c'est pas d'inclure les femmes pour les femmes, encore une fois, c'est d'inclure les ONG qui représentent les femmes. Donc derrière, c'est en fait avoir une autre parole, une parole de la société civile organisée et féminine. Donc c'est pas, elle casse le récit, si vous voulez. Quand on est sur des négociations, par exemple, comme les négociations en Syrie, vous avez donc les gens au pouvoir, les opposants. Et d'un coup, voilà que débarquent des ONG féminines organisées avec une feuille de route. Depuis 2012, elles ont une feuille de route très, très, très claire. Elles savent exactement ce qu'elles veulent comme type d'institution pour leur pays, pour le temps de paix. Elles savent quel type d'égalité elles veulent, etc. Elles ont fait des consultations auprès des femmes, des groupes de femmes du pays, et elles sont organisées. Et là, on a un acteur à part entière. Et ils ne savent pas quoi en faire.
Vraiment. Donc l'acteur en question, on le laisse à la porte des négociations, on le laisse revendiquer dans la rue, même s'il y a derrière cet acteur des femmes prix Nobel de la paix, UN Women et ses fonctionnaires, même s'il y a des pressions, on ne sait pas comment inclure cet acteur supplémentaire parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Alors, il y a peut-être un contre-exemple à cela, ce sont les négociations de paix justement au Guatemala avec Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix. Il y en a plein en Afrique aussi. Oui, en Afrique aussi. Simon Torgeman. Oui, non, il y a effectivement quelques exceptions. Enfin, heureusement, hein, on a quand même quelques exceptions. La question de la place de la société civile dans les négociations renvoie finalement plus généralement, à partir des négociations de paix, à la question des transitions politiques. Et c'est notamment la question qui s'est posée à la suite des printemps arabes. C'est-à-dire, est-ce que ça pose une question stratégique pour un certain nombre de mouvements. Est-ce que ce qu'il convient de faire, c'est une plateforme commune d'ONG féminines, ou au contraire d'intégrer chacun des différents composants de la délégation, des négociations, chacune des délégations, pour influencer l'agenda? Alors généralement, ce qui marche le mieux, c'est effectivement de faire les deux. Sauf que les ressources sont rarement inépuisables, et donc il peut y avoir des débats sur cette question. Mais d'une manière générale, j'allais dire, la question se pose de façon patente pour l'inclusion des ONG, mais elle se pose de manière encore plus crue pour ce qui est d'inclure des mouvements sociaux qui ne sont pas organisés. J'allais dire, à partir du moment où les groupes bénéficient d'une relative existence institutionnelle, ça va déjà pas si mal. Alors bien sûr, il y a une marginalisation qui reste massive, mais pour tous les mouvements sociaux plus informels, de femmes qui n'habitent pas dans la capitale, femmes rurales, femmes qui ne maîtrisent pas les codes ou n'accèdent pas à l'information de ces processus, c'est encore plus dur. Donc vous avez ici encore des gradations et des mécanismes d'exclusion qui s'emboîtent les uns aux autres. Donc c'est pour nuancer finalement peut-être aussi les bons exemples que vous évoquez. Alors, en laissant de côté la question des négociations de paix, moi je me tourne vers vous, Evelyne Nicolas, sur la question, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est la conférence sur le climat. On a un peu de mal, en tout cas moi j'ai du mal, à voir comment la question de genre trouve une place dans les négociations sur le climat. Oui. Juste un petit complément là, sur la façon dont il y a un lien historique entre la question du développement durable, de l'environnement et des femmes. Parce que c'est finalement à partir de 1992, le fameux sommet de la Terre, conférence internationale sur l'environnement et le développement à Rio, qui a amené à la diffusion du concept de développement durable, où les femmes s'étaient mobilisées au niveau international et ont demandé finalement à être perçues comme un des acteurs de la société civile qui doit participer aux discussions, aux négociations onusiennes sur le modèle même de développement, parce que c'est de ça qu'il s'agit avec le développement durable. Bon. L'ONU a créé après, à ce moment-là, ce qu'on appelle les groupes majeurs de la société civile, qui donnent la possibilité à un certain nombre d'associations, réseaux et groupes représentant différentes catégories d'acteurs d'avoir leur mot à dire, de façon évidemment codifiée à certains moments, dans les négociations internationales. Alors, dans ces groupes majeurs, il y en a deux notamment qui sont transversaux, les femmes et les jeunes. Sinon, vous avez les collectivités territoriales, les ONG, les entreprises, etc. Donc du coup, ça m'amène au climat, parce que la négociation climatique qui se déploie depuis la Convention internationale des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est issue de ce processus de Rio, là, en 92, elle est bâtie aussi un peu sur le même plan, c'est-à-dire qu'il y a des représentations des groupes d'acteurs de la société civile. Bon, là, dans le jargon, pour les femmes, c'est le Women on Gender Constituency. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus comment on traduit ça. C'est un problème que tout soit en anglais. Mais voilà, il y a, disons, des réseaux internationaux de femmes qui travaillent depuis longtemps
sur environnement, développement, climat, et qui représente les différents continents, avec une quasi-absence des Françaises et des francophones. Ça, c'est vraiment... Une explication Une explication, c'est vraiment compliqué, mais il est clair en tout cas que, pour parler au niveau des associations et des ONG, les associations françaises travaillant sur le genre et l'international et le développement sont très peu soutenues. Et quant à celles qui travaillent sur le genre et le développement durable ou la transition écologique, elles sont absolument pas soutenues. Et actuellement, en France, on est même d'une certaine façon en régression, c'est-à-dire que les plusieurs associations qui travaillent là-dessus sont en train de disparaître. Manque de moyens ? Faute de soutien financier. Il y a une absence de reconnaissance, on peut dire, des pouvoirs publics. Alors, c'est un phénomène plus global, hein. En France, les associations et les ONG qui travaillent sur ces questions-là sont en général, sur les questions, même les associations féministes françaises, sont de toute façon beaucoup plus petites et moins financées que leurs homologues, on va dire, anglo-saxonnes, ou alors même dans d'autres continents. Où ces associations sont financées par des fondations. Enfin bref, il y a des fonds qui apparemment n'arrivent pas dans la francophonie. Après, il y a des raisons sans doute culturelles, qui est qu'en France, il y a une sorte de scission quand même entre les associations féministes et les associations travaillant sur genre et développement. Il n'y a pas eu vraiment de jonction qui se soit faite, contrairement au niveau international. Et donc, oui, le climat. Alors, pour faire court, depuis les négociations climatiques, et dont le point d'orgue a été, je pense que tout le monde en a entendu parler, la fameuse conférence climat qui s'est passée à Paris et qui a débouché sur un accord international, donc en décembre, sur le climat. C'est finalement grâce à ces réseaux de femmes au niveau international qui sont, depuis Rio, qui s'occupent, qui essayent de promouvoir l'intégration du genre dans les politiques environnementales et de développement durable et de transition écologique. C'est suite à quand même un plaidoyer de fourmis pendant des années que la préoccupation de l'égalité femmes-hommes a été introduite depuis quelques années. Mais il faut dire que le constat, c'était que les négociations climatiques manquaient fortement de participation des femmes. Bien pire encore que d'autres négociations. Parce que le climat est perçu comme quelque chose de technique et de scientifique. Il y a beaucoup moins de scientifiques, de climatologues, etc., femmes que hommes. Bon, donc on était dans des délégations où ça finissait par se voir, quoi. Puis d'ailleurs, ça se voit tellement, il y a toujours ces fameuses photos des conférences des Nations Unies où il y a 190 hommes de représentants des délégations, puis on voit des taches roses. C'est dommage, mais c'est souvent rose, de couleur. Et donc ça permet d'identifier immédiatement, visuellement, qu'il n'y a que quelques femmes dans ces négociations. On ne dépasse pas les 30%, on va dire, dans les négociations climatiques. Et plus on va vers des mécanismes techniques et financiers. Enfin, quand je dis technique, d'ailleurs, c'est financier. Par exemple, il y a un fonds vert qui est censé aider les pays en développement à l'adaptation aux impacts du changement climatique, puisqu'ils sont les plus touchés, tout en ayant le moins participé aux émissions de gaz à effet de serre. Et là, c'est là que ça devient très important pour les femmes. Parce que, au niveau international, les femmes sont parmi les plus touchées, et particulièrement dans les pays les plus vulnérables, par les effets du changement climatique. Tout ce qui concerne le lien à la ressource naturelle, l'eau, l'énergie, le bois, etc., dans ces pays-là, dès lors que les ressources naturelles diminuent, ou qui, au lieu de faire 10 km le matin en portant 30 kilos sur la tête,
il faut faire 25 km en emportant 40, parce que c'est ça la réalité concrète de l'impact en termes de désertification, de diminution de la biodiversité, etc. Les femmes devaient s'introduire et s'inviter aux négociations climatiques parce qu'elles sont effectivement directement concernées. C'est un peu comme les conflits armés en tant que victimes, on va dire prioritaires, parce qu'elles forment quand même la majorité des personnes précarisées. Ici, c'est pareil, hein, pour les situations de précarité énergétique, les femmes sont beaucoup plus concernées du fait de leur plus grande pauvreté, monoparentalité, etc. Mais aussi donc en tant qu'actrices potentielles. Et là, je rejoins un des problèmes qui est que finalement les mouvements de femmes, les associations locales au plus près, sont les moins impliqués à la table des négociations, y compris quand il s'agit d'élaborer le plan national d'atténuation et d'adaptation au climat. Parce que tout ce qu'on voit là au niveau international, ça se traduit après localement par l'élaboration de plans, de programmes qui sont censés être faits avec les organisations de la société civile et qui vont avoir après un impact sur la vie concrète des femmes et des jeunes filles dans beaucoup de pays au niveau local. Et on est même, on pourrait dire, presque parfois dans des logiques de prédation. Ça, c'est encore autre chose. C'est que actuellement, il y a des entreprises, des acteurs, etc., qui vont interviewer des femmes, des associations de femmes ou des représentants de communautés autochtones, etc., sur des techniques traditionnelles d'adaptation agricole. On a vu dans certains cas que des femmes, par exemple en Inde, elles ont une connaissance de 300 plantes, tandis que les hommes n'ont une connaissance que de 10 plantes. Ça, c'est simplement pour des raisons, on va dire, d'organisation économique, que les hommes s'occupent de certaines cultures plus lucratives et les femmes d'autres cultures qui servent aussi à l'alimentation. Et que donc tout ça, il y a une richesse et un savoir des femmes qui, comme toute richesse actuellement, ne demandent qu'à être exploitées. Ou alors, il faut les aider à s'organiser pour les garder. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu longue. Alors, pour avancer, je vais peut-être vous soumettre plusieurs questions en vrac, parce que ce sont les points qui me semblent importants de développer avant de terminer vos interventions. Sur l'action de ONU Femmes, Simon Tangeman, ce sera intéressant d'avoir votre point de vue, parce que vous y avez travaillé. La question des débats Nord-Sud, est-ce que les enjeux sur les questions de genre trouvent un terrain commun dans les débats, dans les conférences Nord-Sud, ou bien les différences sont telles que finalement chacun travaille un petit peu de son côté. Une notion qui me paraît intéressante aussi, c'est l'opposition entre protection et participation. Quand on parle des femmes, on semble plutôt d'accord sur le besoin de protéger les femmes, mais on trouve que le discours change du tout au tout dès lors qu'il est question de faire de la place dans les postes à responsabilité. C'est un clivage peut-être sur lequel il serait intéressant de dire quelques mots. Et puis enfin, la difficile prise de conscience des hommes eux-mêmes, d'élargir et d'ouvrir de donner davantage de place aux femmes. Voilà les 4 points. Alors je ne sais pas après ça sur quoi, Isabelle Giraud, vous souhaitez répondre, ou peut-être sur ONU Femmes avec Simon Tangeman pour commencer. Oui, alors, ONU Femmes a été créé en 2010 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Avant, il existait un programme qui s'appelait UNIFEM, mais qui était dépendant du PNUD. Bref, il avait moins d'impact. Donc, à partir de 2010, puis début des activités en 2011, c'est une organisation, une entité des Nations Unies qui gagne en importance. Ce qui est intéressant dans cette organisation, c'est qu'elle a un double mandat. Elle a un premier mandat qui vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes au sein même de l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a tout un mécanisme de veille, de comptabilisation, de diffusion de procédures pour harmoniser des pratiques au sein même de l'organisation.
un autre élément qui consiste à soutenir un certain nombre de réunions internationales, de forums internationaux, afin de soutenir l'adoption de normes internationales sur le sujet. Et vous avez un autre élément qui consiste pour ONU Femmes à intervenir sur le terrain, soutenir des projets de développement agricole, par exemple, mais également des projets en matière de réconciliation, consolidation de la paix, bref, à peu près sur tout l'éventail de ce que fait les Nations Unies. ONU Femmes a été relativement efficace sur le premier point, c'est-à-dire de services, de mécanismes de coordination au sein même de l'organisation et de soutenir l'adoption de normes assez contraignantes. Par contre, sur le terrain, c'est là où c'est plus compliqué. Parce que ONU Femmes reste et est devenue, avec son institutionnalisation, une organisation onusienne extrêmement lourde bureaucratiquement, qui passe par des soutiens aux organisations locales, par des appels d'offres extrêmement longs, extrêmement coûteux, qui visent en réalité à soutenir finalement des projets, si on voulait être extrêmement cynique, qui pourraient être potentiellement soutenus par d'autres organisations onusiennes. A fortiori, parce que chacune des autres organisations onusiennes va développer elle-même des programmes sur le genre. Le PNUD intervient sur le genre et la gouvernance ou le développement. Idem pour le programme des Nations Unies sur l'environnement ou le programme sur l'habitat. Bref, donc là, il y a à la fois une confusion sur ce qu'on peut faire sur le terrain, des ressources qui manquent. Le budget d'ONU Femmes est microscopique par rapport au budget du PNUD, et donc un positionnement qui est pas forcément évident. Du coup, j'en profite, j'ai le micro, je ne le lâche plus. Sur deux points, la tension entre protection et participation, c'est assez flagrant sur la question des conflits et des guerres. Vous avez deux agendas qui, ici, entrent en conflit, en opposition. Le premier qui vise à offrir ou fournir davantage de protection aux femmes, notamment vis-à-vis des violences sexuelles en tant que de conflits armés. Et à ce niveau, on a une institutionnalisation progressive, des casques bleus qui sont formés, alors certains devraient visiblement l'être un peu plus, mais en tout cas, depuis un certain nombre d'années, ça avance. En matière de justice pénale internationale, c'est encore extrêmement léger, mais vous avez des premiers mandats d'arrêt qui sont émis pour des cas de violences sexuelles. Donc, en matière de protection, ça avance progressivement dans un consensus relativement général au sein des membres notamment, et parmi les membres notamment du Conseil de sécurité. C'est beaucoup plus compliqué en matière de participation. Parce que finalement, répondre ou venir corriger ou prévenir des actes de violence sexuelle ne remet pas en question des positions de pouvoir. Dès lors que vous parlez de la position de question de participation, ça implique la remise en question d'un certain nombre de positions de pouvoir. Et dernier point sur votre dernière question sur « et les hommes », on voit qu'il y a finalement un usage de plus en plus détourné au sein même des couloirs de l'ONU de cette notion de genre. Pour le dire très vite, vous avez finalement un mouvement féministe qui est devenu le genre, donc les femmes et les hommes. Et puis maintenant, de plus en plus, ce qu'on entend lorsqu'on soutient une participation accrue des femmes aux négociations sur tel ou tel domaine, c'est « Ah oui, d'accord, les femmes, mais alors qu'est-ce que vous faites des hommes et qu'est-ce que vous faites d'un travail sur les masculinités ?» C'est-à-dire les représentations sociales, les construits sociaux sur ce qu'est être, ce qui est du masculin et du féminin. Et donc, en l'occurrence, on voit un retournement assez pervers de la notion de genre qui vise finalement à nous dire alors vous avez promu le genre, mais est-ce qu'il ne serait pas efficace de travailler prioritairement avec les hommes pour finalement faire advenir tous les progrès que vous appelez de votre vœu. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux et qui généralement laisse un peu désarmé. Pour avoir été face à ces situations, ou alors on est pris à notre propre piège, et un certain nombre de mouvements féministes peuvent l'être, notamment au Sud, consistant à biologiser à nouveau le débat. C'est-à-dire, mais non, mais nous devons être inclus en tant que femmes, parce qu'en tant que femmes, nous avons des dispositions particulières, etc., etc. Et là, on a une sorte de, je pense en tout cas, de dilemme qui est en train qui est visible dans un certain nombre de situations. Alors, je vous laisse le micro encore quelques secondes, Simon Montalgeman, pour vous poser la question. Une femme à la tête de l'ONU, secrétaire générale, avant la fin de cette année 2016, c'est envisageable en succession à Ban Ki-moon ? Alors, je pense que c'est envisageable, ça dépend pas vraiment de moi, mais il existe aujourd'hui en tout cas un mouvement assez large de revendications sur la question. Donc en tout cas,
je pense que, en tout cas, l'organisation serait, avec tous les conditionnels possibles, suffisamment mûre pour le permettre. Il y a des noms qui circulent, c'est-à-dire que la rumeur et les mouvements pousseraient davantage en ce sens. Alors après, ça va encore soulever la question de... Mais finalement, la grande question sur les quotas, mais est-ce qu'on est nommé sur le mérite ou pas? Bon, déjà, si les secrétaires généraux avaient été nommés sur le mérite, ça se saurait. Mais en l'occurrence, ça peut être aussi un effet pervers de ce mouvement, et on va forcément entendre des échos comme cela. Mais pourquoi pas? On verra. Isabelle Giraud, sur les notions évoquées. Je voudrais rebondir sur la conscientisation des hommes, parce qu'en fait, cette histoire-là, elle pose vraiment le problème, surtout de la conscientisation des femmes elles-mêmes. Et il y a un recul dans ce domaine-là, il y a un problème, il y a de moins en moins féministes parmi les femmes qui sont présentes à différentes sphères de prise de décision, et également dans les ONG. Et donc, déjà, pour beaucoup de femmes occidentales, l'égalité est déjà là. Leur propre expérience personnelle peut être prise comme une norme alors qu'elle représente une exception. Et du coup, moi j'ai eu en tout cas des témoignages de la part de féministes qui essayent d'être actives à Genève et qui me disaient qu'elles rencontraient une indifférence parmi les autres femmes qui était véritablement problématique. Parce que quand on a en face de soi, par exemple, un groupe avec pratiquement autant de femmes que d'hommes dans les ONG, c'est très fréquent. Il y a beaucoup de femmes qui sont actives dans les ONG. Lorsqu'on a des groupes mixtes et que la majorité des femmes de ces groupes-là soupirent de ras-le-bol quand elles entendent le mot genre, on se retrouve avec encore plus de difficultés à porter ces thèmes et à porter ces questions d'égalité. Et c'est là, évidemment, que du coup, les hommes qui sont porteurs de questions d'égalité peuvent prendre plus facilement la parole, finalement, en espace ouvert. Et alors, maintenant, c'est comment le font-ils? S'ils le font pour parler en tant qu'hommes et pour faire avancer la cause masculiniste, ou s'ils le font effectivement pour faire avancer la cause féministe. Et là, on a vraiment les deux positions présentes dans tous ces milieux-là. Et je voudrais continuer sur cette question pour dire une autre chose, c'est que tout à l'heure vous évoquiez la notion d'essoufflement du mouvement féministe, et c'est effectivement quand même une dimension assez catastrophique de ce qui se passe actuellement. Pour vous donner juste un chiffre, en 1998 à Genève, il y avait environ 80 ONG dans le caucus femmes, et aujourd'hui il y en a plus que 35. Mais la disparition des ONG, le problème c'est que c'est surtout de la disparition des féministes. Parmi ces 35 ONG actuellement présentes à Genève, 10 d'entre elles sont des ONG d'obédience religieuse. Donc en fait, on a aussi une hégémonie de plus en plus grande des groupes conservateurs dans les caucus femmes qui sont présents dans ces lieux quand même importants d'influence, si ce n'est de prise de décision, en tout cas d'influence. Et le dernier rapport qui a été produit par le caucus femmes à Genève, donc en 2014, à la suite de l'évaluation de la conférence Beijing plus 20, donc on dit Beijing et non Pékin dans les milieux internationaux, le dernier rapport a des dimensions extrêmement conservatrices. On prône beaucoup on met en avant la question de la famille. Dans ce rapport, il y a aussi l'idée de flexibilité du travail pour les femmes seulement, sous-entendu donc de nouveau une différenciation des rôles féminins et masculins vis-à-vis du travail et de la famille, comme s'il n'y avait que les femmes qui avaient besoin de concilier travail-famille. Donc voilà, vous avez une tendance quand même, avec cet essoufflement du féminisme, à avoir une part plus grande donnée à des paroles qui sont opposées, qui sont anti-féministes. On sent un pessimisme assez fort. Je suis dans très votre pessimiste propos. parce qu'il manque de relève. Et la moyenne d'âge des personnes qui sont actives est assez affolante. Les plus jeunes ont 60 ans. Et donc, on se dit, où est la relève ?
C'est sûr que pour avoir travaillé sur la Marche mondiale des femmes, qui est un mouvement altermondialiste, je sais qu'il y a de la relève dans les mouvements sociaux. Les jeunes sont là, elles sont présentes dans ces mouvements-là, mais elles se contrefichent de ce qui se passe à l'ONU. C'est vraiment le cadet de leurs soucis. Elles ne sont pas du tout dans une démarche de revendication auprès des institutions dont elles n'attendent plus rien. En fait, elles travaillent directement avec des mobilisations qui visent la transformation ici et maintenant, dans la société, dans mon quotidien, avec une manière de penser la transformation sociale, non pas par le haut, mais par le bas. Donc du coup, on n'a pas des dynamiques pour ce niveau-là de prise de décision. Voilà. Evelyne Nicolas, vous souhaitez ajouter quelque chose sur ces points évoqués et ce qui vient d'être dit? Oui, sur l'affaiblissement du mouvement féministe, je pense que c'est une notion quand même assez compliquée et contrastée, parce que ça dépend où on va et qu'est-ce qu'on observe. Il y a sans doute l'essoufflement peut-être d'un certain courant féministe. Il y a effectivement un problème de désintérêt de beaucoup de jeunes sur cette question-là, du fait que aussi traditionnellement, mais ça c'est surtout pour la France, le mouvement féministe semble avoir de grandes difficultés à passer son expertise, à transmettre les savoirs, et que donc chaque génération, elle reprend les choses un peu à zéro, où elle recrée ses propres associations, structures, etc. Sans tenir compte des acquis, tandis que les anciennes voient d'un mauvais œil les nouvelles. Bon, ça, c'est connu. Et pourtant, quand on est dans les... Alors, je ne sais pas ce qui est pour Genève, mais au niveau des discussions qu'il y a pu y avoir sur développement durable, climat, etc., j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de jeunes. Il y a des réseaux qui sont créés, y compris dans les pays arabes, où nous, quand on a fait une journée avant la COP 21 féministe pour la justice climatique. Et comme il y avait des réseaux internationaux qui venaient pour le lendemain, pour la conférence internationale, on a pu voir quand même qu'il y a des jeunes qu'on ne connaissait pas forcément. Par exemple, un réseau sur développement durable animé par des femmes dans les pays pétroliers, ce qui n'est pas du tout évident, mais qui existent et qui ont une réflexion. En Amérique du Sud aussi. Je dirais donc qu'il faut peut-être que le vieux féminisme blanc est entré en crise, mais aussi parce qu'il y a d'autres mouvements qui prennent le féminisme sous un autre angle. La question des genres et non plus du genre, parce que ça nous pose aussi toutes sortes de problèmes dans les discussions en ce qui concerne les traductions. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, égalité des genres? Bon, si jamais il y a des questions, je pourrais revenir là-dessus, mais voilà, j'ai pas d'idée tranchée sur ces questions-là, mais ce que je pense aussi quand même, c'est je reviens à un problème de manque de soutien des pouvoirs publics, des féministes comme contre-pouvoir dans une société, et de l'analyse féministe au niveau qui a quand même produit des tas de choses, que ce soit l'écoféminisme ou l'économie féministe, ou etc. Et que tout ça, c'est pas appuyé. La recherche sur ces questions-là, la production de statistiques, etc. Et pour finir, je rebondirai sur la question des masculinités qui, effectivement, maintenant revient beaucoup, sur laquelle d'ailleurs Adéquation travaille, parce qu'on va faire un document pédagogique là-dessus, de dire le genre ne doit pas simplement parler des femmes, parce que sinon on tourne en rond, et on s'aperçoit que ça n'intéresse pas les hommes d'ailleurs. Dans les formations qu'on organise, nous, dans les ONG, sur comment intégrer l'approche de genre dans vos projets, il y a environ 80% de femmes, de jeunes, dont salariés d'ONG. Bon, il faut dire qu'il y a aussi une féminisation dans les ONG des postes, enfin sauf des postes de direction, mais que donc les hommes ne sont pas intéressés par ces discussions, par ces formations. Donc il faut bien trouver le moyen de faire passer un message
comme quoi le genre, c'est les relations sociales entre hommes et femmes. Bon, d'où les tentatives de l'ONU aussi avec sa campagne He for She, de faire mettre en avant des hommes qui sont pour l'égalité, ou etc. Après, on peut trouver que c'est un peu rhétorique tout ça, mais il n'empêche que dans les dernières négociations sur la définition d'un programme universel d'objectifs de développement durable, donc qui a été adopté par les Nations Unies en septembre dernier, il y a un objectif sur l'autonomisation des femmes et les droits des femmes qui était réclamé, qui a été obtenu, un objectif spécifique. Et si on prend les versions des textes qui se sont accumulés, à un moment donné, alors il y a des objectifs, puis ça se décline en un certain nombre de cibles, comme l'autonomie économique, les droits fonciers, l'héritage, la reconnaissance du travail gratuit des femmes. Enfin, tout ça forme un programme, normalement, que les États vont devoir mettre en œuvre à partir de cette année. Et à un moment donné des discussions, il y avait une partie, un paragraphe sur l'intégration des hommes et des garçons dans l'égalité femmes-hommes. Or, je constate que ce paragraphe a disparu pendant la négociation. Donc ça veut dire que même quelque chose qui peut paraître, qui figurait déjà dans la conférence de Pékin, qui figure dans la CEDEF ou partout, a été retiré parce que considéré par certains États comme trop problématique. Changer les mentalités des garçons, des hommes et des garçons, et les intégrer dans les politiques d'égalité femmes-hommes. Et c'est passé, on peut dire, presque totalement inaperçu, et y compris des mouvements féministes qui négociaient, avec qui j'ai discuté, ont dit, bof, nous on ne s'est pas tellement accroché là-dessus parce que notre priorité c'était d'obtenir les droits des femmes, les droits sexuels, les reproductifs, etc., etc. Bon, et ça, moi je pense que c'est une erreur. Moi, si j'avais une seule chose à garder dans cette négociation, ça aurait été précisément cet aspect-là, devant être traduit dans des politiques publiques après. Merci. Voilà, donc rien n'est définitivement acquis, et on l'a compris, certains points sont même menacés. Voilà, je pense qu'on a largement débattu sur un certain nombre de questions, mais des questions, vous en avez certainement pour aller plus loin et sur des points précis que vous souhaiteriez. Voilà. Je vais être assez bref parce que je dois bientôt partir. J'ai deux questions en fait. J'ai premièrement une question sur le droit international dont vous avez parlé. Comme quoi ça avançait petit à petit l'intégration de la femme. Or, il s'avère que dans le statut de la Cour pénale internationale, on a une reconnaissance du viol comme un crime contre l'humanité, comme un crime de génocide aussi, qui a été repris dans la jurisprudence Akayesu du tribunal de Rwanda. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous entendez par avancer à petits pas dans cette question au niveau du droit international, au niveau du droit international pénal, parce que je trouve que justement il y a une assez grosse reconnaissance. Et mon deuxième point, qui est moins une question mais une réflexion, c'est que vous avez beaucoup parlé de la représentativité des femmes au niveau des décisions. Or, je pense, et en observant un petit peu la France, au niveau de la représentativité, au niveau des politiques, quand on voit la parité qui est mise en place au niveau du gouvernement, on se rend compte qu'au niveau des politiques, on arrive à les politiques tendent à mettre la parité en place. C'est plus au niveau de la représentativité et donc de l'élection par le peuple, donc au niveau du Parlement, où il y a un problème de représentativité. Et là, on se rend compte que c'est plutôt justement la parole du peuple et c'est au sein du peuple qu'il y a un manque d'égalité. On perçoit moins la femme comme quelqu'un qui peut prendre des décisions. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt tendre à une politique
de chacun. Et c'est peut-être aussi pour ça que les mouvements féministes s'essoufflent, parce qu'au final, on n'a plus tellement de droits à revendiquer, parce qu'on les a eus. Mais c'est maintenant à chacun de se présenter comme égalitaire. C'est mon point. Est-ce qu'on prend cette première question pour vos réponses, ou il y aura une deuxième question avec monsieur, peut-être, et ensuite on... Bonsoir. Donc les femmes ne sont pas une classe sociale en propre. L'homme le plus riche de France a des intérêts en commun avec la femme la plus riche de France. Le smigard a des intérêts en commun avec la femme smigarde. Donc est-ce qu'on peut parler de l'égalité, d'une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, sans parler des rapports de domination économique? Voilà, qui souhaite répondre? Alors, troisième question, d'accord. Petite question, peut-on mettre un corollaire entre jeune démocratie et traitement des problématiques liées au genre? Je vous dis ça parce que je suis dans la société civile en Tunisie. J'ai remarqué qu'au départ, on a créé une association il y a 3 ans. Au départ, on était pratiquement des gars. Dans les fondateurs d'association, il y avait 2 gars, une fille. Le jour d'aujourd'hui, il ne reste plus qu'un gars et on n'a que des filles. Et je sens le centre de gravité des discussions bouger justement sur ces problématiques-là. Sachant que notre association ne travaille qu'avec les jeunes. On travaille sur tout ce qui est problématique liée à la citoyenneté. Merci. Isabelle Giraud, vous souhaitez commencer? Parité, représentativité, oui. Alors, là où vous constatez la mise en œuvre de la parité, c'est au niveau du gouvernement, si je comprends bien. Alors, il n'y a pas la parité au niveau du gouvernement, c'est une volonté affichée du gouvernement. Là où il y a de la volonté politique, il y a la parité. Donc là où on a mis de la volonté politique, c'est par exemple dans toutes les élections au scrutin proportionnel. On a dit il faut un homme, une femme, un homme, une femme. Et là, on a de la part du peuple l'expression de l'égalité. Là où on n'a pas fait d'effort, c'est effectivement pour l'élection à l'Assemblée nationale, on a mis des punitions, on a mis une amende que les partis politiques payent. Ils sont prêts à payer des amendes assez élevées pour présenter dans les circonscriptions gagnantes une majorité d'hommes. Et donc, en fait, ce qui se passe ne dépend pas tant du peuple, comme vous dites, mais que des stratégies que mènent les partis politiques dans les investitures. Et c'est des moments de négociation très compliqués dans chaque parti politique. Et du coup, on se retrouve effectivement avec une assemblée toujours très majoritairement masculine à l'arrivée, quoi. Et est-ce que justement, c'est pas parce que j'étais enregistrée en fait. Et justement, est-ce que c'est pas parce que c'est à cause du peuple qu'il décide d'avoir des hommes qui se représentent, parce que c'est par rapport à la perception qu'ils ont de la personne qui maintiendrait le plus, qui arriverait à maintenir l'autorité, à faire avancer. Non, il n'y a pas de délire là-dessus. Evelyne Nicolas, vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que vient de dire Isabelle Giraud? Non, juste là-dessus, la notion de peuple, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais en fait, comme on a dit, il y a d'une part des institutions. En fait, quand on décide que les institutions élaborent des modèles de scrutin qui favorisent la justice, on s'aperçoit que c'est le cas dans les élections municipales, régionales, etc. Quand c'est après les élus d'ailleurs qui négocient entre eux, on s'aperçoit quand même souvent que les présidences reviennent aux hommes et que les marchandages entre partis font qu'il y a un affaiblissement de la parité. Mais les sondages ont montré
En tout cas, je ne sais pas ce que vaut des sondages pour sonder ce que souhaite un peuple, mais ont montré que les Français sont relativement favorables à l'égalité. Au fait, par exemple, d'avoir une présidente de la République femme, il y avait une majorité. Donc, la population a été en avant sur ces questions-là par rapport à la classe politique. Moi, je trouve qu'elle a plutôt été poussée. Elle a été poussée à la fois par l'obligation de mettre en place les engagements internationaux et nationaux qu'elle a signés, mais elle a aussi été poussée par l'opinion publique, le débat public sur la parité, les associations, enfin, etc. Bon, enfin, je ne sais pas si ça répond. Et juste sur la question très épineuse, peut-être qu'on répondra à tous, on a oublié, on a peut-être oublié de parler ici parce que c'est tellement compliqué déjà l'approche de genre, de l'approche d'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, dans les faits, quand on creuse et qu'on travaille sur le terrain, etc., ou dans l'analyse ou dans la pratique, on intègre toujours une vision de l'articulation entre les rapports de genre, les rapports de classe sociale, d'origine ethnique, de culture, etc., de génération. Parce que oui, ça va au-delà de la question homme-femme. Sur le plan théorique et sociologique, quand même, la société s'est construite par la domination d'un groupe social, le groupe des hommes, sur un autre groupe qui lui était assujetti, le groupe social des femmes. Mais ça ne veut pas dire que chaque homme domine toutes les femmes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ça veut dire que des institutions se sont mises en place qui font qu'il n'y a que 8 chefs d'État ou de gouvernement sur 195 pays de l'ONU. C'est quand même indéniable que tous les chiffres et les indicateurs montrent que les richesses économiques, culturelles, le capital culturel, le patrimoine est aux mains globalement du groupe social homme. Bon, ça c'est indéniable. Après, il est vrai qu'il ne faut pas avoir une vision du féminisme comme étant il faut mettre des femmes partout. Ça c'est la vision de la parité, qui d'ailleurs se justifie, c'est logique. Mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe, effectivement. Moi qui travaille en Afrique, par exemple, on voit bien qu'il y a des connivences entre le groupe des femmes et le groupe des jeunes, des cadets, par exemple, dans l'accès, dans les négociations avec des chefs de village pour l'accès à la terre. Parce qu'ils ont le même problème, à savoir que le foncier est trusté par une certaine catégorie d'hommes qui finalement empêchent tout autant les jeunes d'obtenir des ressources et du pouvoir qu'il empêche les femmes. Et du coup, il peut y avoir des catégories de femmes affiliées à ces hommes dominants qui ont plus de pouvoir que des jeunes hommes. Bon, ça, c'est effectivement tout ce qu'on travaille concrètement. Simon Tangeman. Oui, sur plusieurs choses. Oui, sur la question des quotas, parce qu'en fait, on parlait de ça. Il y a une étude assez intéressante qui a été conduite par Esther Duflo. Ce qu'elle a fait dans 2 régions du nord de l'Inde, elle a fait lire le même discours dans 2 villages différents, un même discours politique par un homme et par une femme, dans chacun de ces 2 villages différents, en demandant l'appréciation de ce discours. Elle s'est rendu compte que le même discours, lu dans un village qui avait instauré des quotas au niveau du conseil de village local, avait une appréciation largement plus positive que dans le village dans lequel il n'y avait pas de quota. Autrement dit, cette espèce de distinction que vous suggériez un peu entre, disons, le peuple d'un côté, sa perception, et les institutions de l'autre, l'un va avec l'autre et on se construit et les deux se construisent mutuellement. Et là, l'exemple est assez flagrant. D'ailleurs, la question des quotas appelle plein de choses. C'est-à-dire, on fait des quotas à quel niveau? Est-ce qu'on les fait dans les partis politiques? Il y a même au niveau des partis politiques, au niveau des listes, au niveau de la représentation finale. L'Assemblée législative du Sénégal impose une structure paritaire, 50% d'hommes, 50% de femmes. Si vous n'avez pas de parité, l'Assemblée ne peut pas siéger. Dans d'autres situations, vous avez des quotas qui visent, par exemple, à donner plus de temps d'antenne à un candidat s'il s'agit d'un homme plutôt que d'une femme. Donc en fait, ce qu'on entend en France par quota n'épuise pas du tout
les divers modèles qui peuvent exister et qui parfois peuvent s'avérer extrêmement efficaces. Pas efficaces au court terme, mais assez rapidement, on se rend compte que dans des situations comme par exemple au Rwanda, la proportion de femmes dans les assemblées est plus élevée que ce que n'imposent les quotas, ce qui prouve bien l'effet d'entraînement que peuvent avoir les quotas. Alors sur le droit international, les petits pas, c'était un euphémisme. Effectivement, il y a des avancées assez réelles, notamment pour ce qui est de la Cour pénale internationale. La question est plus délicate en matière de justice transitionnelle. Quand vous regardez un certain nombre de cours, notamment les cours hybrides sur les Khmers rouges, par exemple au Cambodge, vous voyez que là, la violence sexuelle, notamment la question des mariages forcés, est quasiment absente à tel point qu'il y a eu une contre-cour hybride organisée par les mouvements féministes eux-mêmes pour montrer finalement toute l'ampleur de ces exactions qu'il y avait pu avoir. Et peut-être, alors j'ai noté donc sur la question des classes sociales et du genre, donc il y a eu déjà des éléments apportés sur cette question de l'intersectionnalité. Ce qui est assez intéressant, et là je reviens sur ce que j'avais dit au tout début, c'est que quand on enseigne ces questions de genre à des étudiants, disons formés en sciences sociales, on se rend compte que comprendre le poids des classes sociales, c'est relativement accepté. C'est-à-dire quand on explique que lorsque vous êtes fils d'ouvrier ou fille d'ouvrier, vous avez moins de chances d'intégrer l'ENA qu'un fils d'énarque, bon, tout le monde est relativement d'accord et le conçoit assez vite. Par contre, on se rend compte, et j'ai pu voir ça il y a quelques semaines, que souvent quand on parle d'un facteur de discrimination additionnel fondé sur le genre, et ben souvent on a des réactions du type « Oh, j'y crois pas quand même ». Ou alors ce qui compte quand même finalement le plus, ça reste les inégalités économiques. Or, dans un certain cas, l'un peut venir niveler l'autre ou modérer l'autre, mais ces deux dimensions peuvent aussi venir s'ajouter. D'où la nécessité de concevoir ces deux prismes. Et tout dernier point sur la question des jeunes démocraties et des femmes. Alors déjà, le passage à la démocratie, c'est une opportunité assez exceptionnelle, notamment pour l'instauration des quotas que je viens d'évoquer. Et on voit que dans un certain nombre de transitions politiques ou de transformations politiques, les mouvements féministes eux-mêmes se sont saisis de ce moment pour faire valoir l'instauration de quotas. En l'occurrence, la représentation des femmes dans la transition tunisienne est relativement heureuse, comme vous l'évoquiez. Elle l'est nettement moins dans un certain nombre d'autres cas. La Libye, par exemple, c'est l'exemple extrêmement fort, le contre-exemple extrêmement fort. Et on se rend compte que, somme toute, ceux qui sont les mieux positionnés au moment même où se déploient des phénomènes de transformation politique vont être ceux à même de jouer leurs cartes au moment de l'institutionnalisation du nouveau régime. Or, généralement, les mouvements féministes ou les mouvements de femmes locaux sont aussi ceux qui sont les plus marginalisés et les moins financés sous le régime précédent, ce qui peut expliquer, pour le dire vite, un certain nombre de distorsions. Je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Merci. Notre question là-bas. Oui, alors moi c'est à propos du travail gratuit et de sa reconnaissance. Est-ce que la reconnaissance par le biais d'un revenu n'est pas à craindre dans la marchandisation du monde actuel ? J'ai pas vu. Alors voilà, vous répondez à cette question ? Oui. Je ne sais pas qui peut répondre. Isabelle Giraud, Yveline. C'est moi qui ai parlé, je crois. Bon, en fait, finalement, la question de la reconnaissance du travail gratuit des femmes, c'est un débat du féminisme depuis quasiment 50 ans, depuis les années 70. Enfin, la reconnaissance des femmes comme fournissant un travail non rémunéré, enfin surtout invisibilisé, invisible, non reconnu comme une richesse. Et pourtant, ce sur quoi se fonde tout le développement économique. Donc c'est quand même une question extrêmement centrale. C'est ça la grande différence du genre quand même. Hein. C'est le fait que une catégorie sociale assume jusqu'à 80-90% de l'entretien de la force de travail, de l'éducation, etc. Ça a toujours été invisible dans les discussions sur le développement et l'économie, et au niveau macroéconomique, au niveau du développement. Donc, d'une part, pour répondre,
moi, je trouve que c'est un progrès. Et parce qu'il y a eu beaucoup de résistance. C'est un progrès que ce soit venu même dans la discussion sur la définition des nouveaux objectifs universels de développement durable. Par contre, effectivement, il n'y a pas d'unanimité. C'est un peu comme est-ce qu'il faut un revenu universel d'existence ? C'est un peu la même chose. Il y a des calculs économiques complètement différents, contradictoires. Il y a des positions contradictoires là-dessus. Il ne s'agit pas de reconnaître le travail, en tout cas gratuit, des femmes et la valeur que ça peut avoir, mais pas forcément uniquement comme valeur monétaire, mais comme puisqu'on est en train aussi d'essayer de redéfinir ce qu'on appelle la richesse. Les indicateurs de richesse, etc., qu'il faut cesser de considérer que c'est le PIB, c'est-à-dire donc la croissance des échanges de biens et services, que ce soit de la pollution ou pas, voilà, c'est purement quantitatif, de considérer que le travail de lien social, de cohésion de la société, de la famille, de s'occuper des personnes âgées, etc., que ce soit une richesse sociale dont il faille tenir compte dans la définition de la richesse et du développement. Je pense que ça, c'est important, mais qu'il ne faut surtout pas que ça entraîne une dérive style le salaire maternel ou ce genre de choses-là. Ça n'a rien à voir. Le fait, en période de crise, de vouloir ramener les femmes chez elles parce qu'elles bénéficieraient d'un salaire maternel, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est plutôt d'aller vers le partage de cette richesse, de ce qui est considéré par une richesse. Parce que si on valorise quelque chose dans une société, on arrivera plus facilement à le partager. Et l'enjeu, là, c'est le partage de cette tâche-là, de cette fonction-là, de ce savoir entre les hommes et les femmes. Un partage plus équitable. Après, qui peut aller vers des modalités finalement de financement, hein, mais pas des femmes, des hommes et des femmes qui prennent en charge l'éducation, la parentalité, etc. Isabelle Giraud, Simon Tangeman, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Bon, je ne sais pas grand-chose. Il y a déjà des pays qui prennent en considération le travail domestique dans le calcul du PIB. Donc, c'est un mouvement, effectivement, qui est en train de se développer. Je pense que c'est dans ce sens-là. C'est pas dangereux dans ce sens-là, si vous voulez. C'est pas on donne de l'argent aux femmes pour qu'elles restent chez elles. On essaye de faire une évaluation de ce que représente cette production domestique comme production économique, et on l'intègre au même titre que la production marchande et la production non marchande des administrations. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne prend en considération que 2/3 de la production nationale quand on fait des calculs de PIB. Donc l'idée est quand même c'est à peu près 1/3 de plus. Hein. Donc l'idée est de rendre sa place à cette production domestique dans la production économique d'une manière générale. Donc, je pense qu'on va y venir petit à petit au niveau mondial, d'avoir une certaine uniformité dans ces calculs-là. En tout cas, c'est un vrai changement de logiciel, hein, pour ainsi dire. C'est enfin reconnaître que l'économie, ce n'est pas que la production marchande. Voilà. Merci. Une autre question ? Oui, donc j'ai été très intéressé par l'intitulé de votre rencontre, les relations internationales ont-elles un genre ? Mais je suis un peu... Enfin, j'ai une question à vous poser, après quelques petites réflexions aussi à rajouter. Vous n'avez pas du tout mis là... Parce que les relations internationales, il s'agit quand même... On est dans un cadre politique. Et la question de genre, en principe, ne devrait pas se poser. Parce que la politique, il y a des problèmes de relations internationales. Bon, il y a des problèmes, par exemple, de représentation. Et il est certain que lorsqu'il y a des crises politiques, ou enfin des crises... des guerres, des conflits, bon, les femmes sont victimes, on le sait, des civils aussi, et des hommes qui ne sont pas des militaires meurent aussi. Il faut que... Je pense que le problème, c'est que cette représentativité des femmes, pour que les femmes puissent intégrer les cercles de négociation, il faut aussi qu'elles soient sur le terrain. Parce que quand vous regardez les négociations qui ont lieu dans les relations internationales, ce sont souvent les gens qui étaient sur le terrain, qui ont combattu ou qui représentent telles factions, etc.
Et donc, si ces femmes appartiennent à ces factions, à ces mouvements, elles peuvent participer. Mais quand elles n'y sont pas, c'est très difficile de se faire une place. Parce que vous savez qu'en politique, c'est le pouvoir et que les gens ont tendance à garder le pouvoir. Et que vous soyez un homme ou une femme, ça n'entre pas tellement en ligne de compte. Alors, ça, c'était. Alors, la question que je voulais vous poser, c'était. Vous disiez qu'il y avait une discrimination. Par exemple, on parlait de la France. Mais les gens qui discriminent les femmes en France, bon, il y a aussi les minorités. Moi, j'appartiens à ce qu'on appelle les minorités visibles. Bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais prenons par exemple le cas des discriminations par rapport aux femmes. Les gens qui discriminent les femmes dans les hautes instances politiques, ce sont des gens généralement qui ont des femmes, enfin ils sont mariés, ou ils ont une compagne, ou ils ont une sœur, ou ils ont une cousine, ils ont des femmes autour d'eux. Alors, pourquoi discrimineraient-ils des femmes, puisque ils ont été élevés la plupart du temps par leur mère, etc. Donc ça, il faudrait se poser cette question. Donc, et les mêmes personnes qui discriminent les femmes, souvent ce sont aussi des gens qui ont fait des politiques de discrimination, qui ont créé des ghettos par rapport aux gens de telle ou telle origine, etc. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Alors ça, c'était une première question. Et au niveau de la réflexion, pour terminer, moi je dirais que il y a une confusion. C'est-à-dire que quand on parle de féminisme, comme vous le disiez, vous qui connaissez l'Afrique, le problème n'est pas un homme égale une femme. C'est-à-dire que les femmes doivent être représentées comme les hommes doivent être représentés. Il y a donc un problème de représentativité, parce qu'en France, par exemple, les femmes qui sont majoritaires, elles représentent plus de 50% de la population. Si les femmes voulaient, demain, il y aurait tout de suite une femme présidente de la République. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les femmes votent aussi par rapport à leurs origines sociales. Si leur mari est de droite, généralement elles sont de droite. Si leur mari est de gauche, généralement elles sont de gauche. Donc il n'y a pas d'unité politique. Donc il y a la dimension sociale. Donc vous n'avez pas abordé... Bon, c'est vrai que vous êtes passé très vite dessus sur la dimension marxiste du rapport de production et du rapport dominant-dominé. C'est aussi très important. Et moi, je pense que ce qui se passe aux États-Unis, Hillary Clinton, bon, elle a de grandes chances de devenir présidente des États-Unis. Si elle le devient, je ne sais pas si ce sera mieux, elle fera mieux que tous les autres hommes qui ont été présidents ou pas. Le problème, il n'est pas là. Mais je pense que ça va être une grande ouverture au niveau mondial pour que beaucoup de femmes, après, pourront devenir présidentes. Maintenant, le problème n'est pas qu'une femme ou pas soit présidente. Le problème, il n'est pas là. Est-ce qu'elles pourront mieux régler les problèmes dans lesquels nous sommes, les conflits, les discriminations, etc. Quand on voit ce qui se passe actuellement, les mouvements féministes se sont plutôt intéressés aux femmes, mais ne se sont pas du tout intéressés aux autres types de discrimination. Donc le problème, il est là. Si c'est pour faire comme les hommes, aussi mal que les hommes, je ne vois pas où est l'intérêt. Si c'est pour faire mieux, oui, là, on est tous partants. Bon, déjà, il faudrait que les femmes fassent la guerre pour qu'elles soient admises dans les négociations de paix. Un commentaire. Je pourrais dire que s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas non plus de problème. Mais c'est un peu répondre par une boutade. C'est-à-dire, si finalement, pour aller au bout de la logique, si ça ne changeait strictement rien d'avoir des femmes à des postes de responsabilité, dans ce cas-là, pourquoi les exclure? Et ce qui pourrait être une manière de vous répondre, mais je vais répondre sur les deux premiers points que vous indiquiez. C'est-à-dire, vous évoquiez l'idée que finalement, comme l'international, ce sont des cadres politiques, le genre n'a pas grand-chose à voir avec ça. Sauf que les relations internationales, depuis le XVIIe siècle, se sont constituées comme une mosaïque d'États souverains, donc fondée sur la notion d'État, qui, dans la pensée politique, est une notion profondément masculine. L'État est un État d'hommes citoyens. Et donc les notions historiques qu'on trouve derrière l'État, et c'est justement tous les travaux, notamment des années 70-80, qui commencent à penser le féminisme en lien avec la pensée politique, nous montrent qu'il y a là quelque chose qui est profondément genré. Et justement, genré à tel point que cette dimension de genre en devient invisible alors que ça peut avoir des implications assez fortes, notamment sur la manière de penser la sécurité. Vous avez, peu importe qui les a écrits, mais des travaux qui nous disent si les femmes avaient pensé la sécurité, on ne l'aurait pas pensé en ces termes. La sécurité internationale n'aurait jamais été pensée comme le monde de la survie, du chacun pour soi et de l'entrechoquement des puissances. Parce que, alors c'est là où il y a d'autres tensions, et c'était critiqué pour des appréhensions biologiques aussi et les liens à la continuité et la reproduction.
finalement, l'idée était moins de s'ancrer sur la survie que sur assurer de manière plus durable la sécurité. Alors ça pose plein de questions. Mais en tout cas, ces tentatives de déconstruction de l'État ou du cadre politique comme aussi un cadre reproducteur d'inégalité de genre, ça a été fait et c'est une dimension assez essentielle du sujet. Oui, alors vous évoquiez les processus de paix en nous disant finalement ce qui compte c'est ceux qui sont sur le terrain. Et c'est vrai que jusqu'à présent, avec un paradoxe assez puissant, consiste à dire finalement les plus à même de négocier la paix et de poser la base d'une pacification durable dans un pays, c'est ceux-là même qui viennent de s'entretuer pendant les années qui viennent de s'être écoulées. Ce qui pose un certain nombre de questions parce que d'une part, les femmes sont sur le terrain, elles peuvent l'être en tant que victimes, mais pas nécessairement. Elles peuvent aussi avoir des fonctions de combattantes, d'associées aux groupes armés. Et je vous donnerai juste un exemple pour finir là-dessus, pour finir ma réponse. Je m'étais rendu, du coup, vous évoquiez l'Afrique, en Côte d'Ivoire, pendant quelques mois après les derniers troubles électoraux. Et donc, il y a eu tout un processus de démilitarisation de désarmement des milices qui a été mise en place en Côte d'Ivoire. Et on venait dans le cadre d'une mission d'évaluation pour voir si justement la dimension genre avait été prise en compte parce qu'on avait eu connaissance de femmes actives dans un certain nombre de milices qui avaient joué un rôle, notamment de milices venant du nord du pays. On est arrivé, on a rencontré la responsable du désarmement de l'ONU, qui était une femme d'ailleurs, et on lui pose la question, est-ce qu'il existe des femmes parmi les groupes combattants qui sont actuellement dans les camps de désarmement? Elle nous dit, ah non, absolument aucune. Je dis, ah bon, c'est pas les informations qu'on avait, donc on décide de se rendre dans ce camp particulier, et on va parler au commandant du camp, qui nous dit, mais bien sûr. Il nous montre 2 grandes tentes qui étaient du coup occupées exclusivement par des femmes. Il nous dit, oui, mais en réalité, les femmes, on les inclut pas dans les processus de désarmement, parce que finalement on veut mettre l'accent sur ceux à même de se réintégrer directement dans l'armée. Or, les femmes n'ont pas véritablement vocation à le faire. Autrement dit, il y a une injonction assez forte et une tendance à l'invisibilisation, à la disparition de tous les rôles que peuvent occuper les femmes dans les conflits, en tant que combattants, en tant parfois que facilitatrices de négociations au niveau local, et une marginalisation au niveau des négociations, parce que là, c'est, j'allais dire, la haute politique qui devrait reprendre le dessus. C'est Raymond Aron qui dit l'intelligence de l'État personnifié, les hommes qui doivent discuter à ce moment-là. Or, on laisse dans ces cas-là précisément la paix aux mains d'hommes qui jusque-là, armés, venaient de s'entretuer. On va peut-être s'arrêter ici pour permettre à tout le monde de rejoindre ses prochains rendez-vous. Je pense que la question rhétorique, vous y avez répondu finalement assez rapidement à cette question. Donc merci à toute votre attention, merci à tous les 4. Bravo.